Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on vous réponde pas, qu'on vous ghost un message? C'est plutôt énervant et c'est assez courant aujourd'hui. Et je reçois Malène Ridal, qui a écrit un livre qui s'appelle Je te réponds, moi non plus, qui a fait une étude sur 6 pays, sur 3000 personnes, pour essayer de comprendre cette dynamique relationnelle à l'ère digitale. Malène, elle est très connue parce qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelait Heureux comme un Danois. Et donc, avec elle, on va essayer d'aborder cette question, simple et en même temps complexe, de la réponse, la non-réponse, de comment gérer entre un SMS, les différents réseaux, les appels, etc. Donc, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Maline. Bonjour. Tu vas bien? Très bien. Nous, on s'est rencontrés chez Fanny Péchioda plusieurs fois. Et en fait, on va parler de réponse et non-réponse dans une période post-confinement où on s'est beaucoup plaint de la distanciation sociale, du fait d'être loin des autres, d'être parfois seul chez soi. Et en même temps, et toi, ton livre, tu l'as écrit l'an passé. Il est sorti juste avant le confinement, mais il était évidemment écrit l'an passé. Tu t'es vraiment intéressé à cette distanciation sociale liée sans doute aux outils numériques. C'est pour ça que tu as fait ce bouquin. Pourquoi tu t'es intéressé à la non-réponse ou à la manière dont les gens répondent aux messages aujourd'hui? En fait, moi, tout simplement, mon sujet principal, c'est le bien-être, c'est le bonheur des gens. Et donc, il se trouve que l'élément principal ou qui a le plus d'influence, c'est la qualité de nos relations. Et aujourd'hui, comme nos relations sont de plus en plus digitales, j'ai regardé ce qui se passe là-dedans. Parce qu'en fait, on a bizarrement pas vraiment établi des règles. Il y a des règles quand on se voit, quand même, l'éducation, etc. Mais c'est comme si dans l'ère digitale ou dans le sphère digitale, il n'y a pas vraiment des règles. Donc, il y a énormément de malentendus, des incompréhensions et même des conflits. Et donc, à un moment donné, j'ai commencé à observer, et en fait, en réalité, c'était suite à mon départ du monde de l'hôtellerie. J'étais dans une carrière plutôt corporate. Et donc, les gens m'ont dit, bah, tu vas voir, tu n'auras plus aucune réponse quand tu n'auras pas dans ton job. Et moi, j'avais plutôt des réponses parce que j'écrivais pas à des gens auxquels je m'attendais pas des réponses. Mais il y avait quand même quelques personnes. Et j'ai en particulier une personne avec qui on avait eu des relations assez soutenues qui ne m'a plus jamais répondu. Et j'ai observé chez moi ce que ça avait déclenché, alors que je ne suis pas particulièrement susceptible, mais j'avais, au début, je me suis dit, c'est bizarre, peut-être elle l'a pas eu, etc. Et ça a déclenché, à un moment donné, ça déclenche un sentiment de doute, et du coup, ça fait appel à notre imaginaire sur, c'est peut-être parce que j'ai plus mon poste, parce qu'elle m'aime pas, parce que j'ai dû faire quelque chose de mal, et j'ai fini par la juger. Et donc, je me suis dit, avec la multiplication des messages qu'on reçoit et des gens qui sont plus susceptibles, ça crée forcément des frustrations et du mal-être. Et donc, comme il n'y avait pas de data, j'ai décidé de faire une grande étude dans le monde. Et du coup, tu as fait une étude sur 6 pays, sur 3000 personnes, pour essayer de comprendre comment les gens agissent à ces réponses non-réponses. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des sortes de règles non dites avec l'arrivée des WhatsApp, des DM, que ce soit sur Instagram ou Twitter ou Facebook. Alors, il y a ça aussi. Il y a une multiplication des canaux. Après, on les utilise pas, mais ça peut être LinkedIn, ça peut être les emails perso, pro, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram, ça peut être SMS, ça peut être WhatsApp, ça peut être TikTok, ça peut être tellement de réseaux différents que du coup ça devient compliqué, on ne sait plus très bien où est-ce qu'on a communiqué. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de hiérarchisation qui s'est passée. Avant, moi je me souviens quand j'étais jeune, ça remonte, je passais des heures au téléphone. Aujourd'hui, pour rappeler quelqu'un, c'est une étape, c'est-à-dire qu'en fait, au début, tu envoies un message WhatsApp, et le WhatsApp, c'est pas exactement la même chose que le SMS, quasiment. Et puis, l'appel, c'est vraiment le Graal, c'est genre, je me permets de t'appeler, quoi. En tout cas, ce que dans les interviews et dans le sondage, c'est générationnel parce que les jeunes, d'une très grande majorité, trouvent que c'est une agression, l'appel téléphonique. Et donc, donc ils préfèrent, si vraiment, ce qu'ils appellent le voice. Donc, on enregistre ce message qui va disparaître après, mais ils n'aiment pas du tout le coup de fil comme avant.
Et ça, comment ça s'explique? C'est vrai qu'il y a aussi une recrudescence des messages vocaux. Moi, j'en fais plein régulièrement, souvent quand j'ai pas le temps. Parce que justement, quand on est en conversation, ce qu'on appelle les messages instantanés, il y a une imitation de la conversation. Donc, c'est du tic au tac. Sauf qu'il n'y a pas les expressions. Donc, en fait, un message écrit peut très bien être mal interprété. Et donc, avec les vocaux, il y a quand même on peut mettre un peu plus de ton ou de forme, etc. On peut se reprendre, on peut dire une phrase et dire non, finalement, je rigole. On peut mettre de la vie dedans, de l'esprit dedans, et donc ça nuance plus. Et c'est marrant parce qu'il y a on avait cette synchronicité. La conversation, c'est nécessairement une synchronicité. Les deux sont présents au même moment. Et là, on est dans des messages asynchrones. Mais parfois, ce qui est étonnant, c'est que les conversations, ça peut être de messages vocaux à messages vocaux. Et donc, il y a une synchronicité puisque les deux sont là et pourtant, ils s'appellent pas. Le problème aujourd'hui, alors ça c'est encore autre chose, c'est qu'il faut comprendre quel est le système de l'autre. Et les gens se posent pas non plus la question quel est mon système de réponse, quelles sont mes préférences. Donc par exemple, je crois que tu m'as contacté sur LinkedIn. De mémoire. Bon, il se trouve que moi c'est un média que j'utilise. Je réponds systématiquement sur LinkedIn. De surcroît, nous on se connaît par une amie, donc je t'ai répondu. Mais je réponds systématiquement aux gens et en plus sur LinkedIn. Je réponds beaucoup moins sur les autres médias sociaux parce que j'y vais pas beaucoup. Et donc, quand on connaît pas ou quelqu'un qui me connaît pas du tout, je préfère qu'il m'envoie un mail. Donc, j'ai tendance à répondre sur le mail. Je renvoie de toutes les façons tout sur mon mail. Et j'ai aussi une petite équipe qui peut m'aider à répondre à certaines questions auxquelles je ne veux pas répondre. Mais mon système est clair. Donc, en fait, je ne me laisse pas envahir par des messages parce que c'est clair pour moi là où je réponds ou là où je réponds pas. Je n'ai pas non plus du mal avec le non. Le problème, quand on ne veut pas dire non, c'est les relances. Et toute prospection, c'est-à-dire que surtout sur les LinkedIn, sur les emails un peu, bon, moins par texto et WhatsApp, forcément, il y a tout un plan prévu derrière de relance. Bien sûr. Et donc, si on ne dit pas non tout de suite, non merci, ça peut suffire, même si on peut dire c'est pas poli, etc. Bon, très bien, mais en tout cas, les gens vont pas relancer. Et donc, dans le masse de messages qu'on reçoit, on peut mettre en place des systèmes qui font que on n'est pas stressé et on ne culpabilise pas parce que c'est clair. D'ailleurs, toi, tu parles de 4 typologies de réponses. Il y a le oui, le oui, le non mais. Tu peux revenir dessus? Oui, absolument. C'était d'ailleurs parce que j'ai fait ce grand sondage auprès de 3000 personnes à travers du monde, mais j'ai également fait un mini-sondage. Je donne des cours à Sciences Po à Paris sur le leadership et le bien-être. Et donc, j'ai décidé de contacter les 40 patrons du CAC 40 et pour demander de les rencontrer. Et donc, voir, en fait, est-ce qu'ils répondent? Est-ce qu'ils répondent pas? Est-ce qu'ils disent oui ou non, etc. Et donc, j'ai eu 14 qui ont dit oui, donc c'est formidable. Et j'ai eu quand même une bonne partie qui ont dit, je crois 14 qui ont dit non merci. Enfin, ce que j'appelle le oui, le non. Après, j'ai eu du non, mais c'est non, un tel peut pas vous recevoir, mais le directeur de communication. Mais vous pouvez lire un article qu'il a écrit sur son leadership. OK. Mais là où ça devient difficile, et c'est une réponse qui est assez utilisée, c'est le oui, mais. Le oui, mais, en réalité, c'est un non. Très, très souvent, va finir par un non. Et on utilise le oui mais pour être gentil parce qu'on n'aime pas dire non. Et donc, j'ai eu quelques oui mais. Et donc, en fait, les oui mais finit par... en fait, on compte sur l'usure. Sur le fait que les gens vont arrêter de relancer. Donc, quand ils disent « oui, il veut bien vous recevoir, mais on va continuer à relancer ». Et en fait, ça tourne en vinaigre assez rapidement. Et ce qui se passe aussi, c'est que le coût du non augmente avec le temps. Le non tout de suite, tu me dis Maline, tu veux venir faire un podcast? Je te dis non tout de suite, tu dis bon, ok, et tu passes à autre chose. Je te dis oui, mais en fait, ma tante et ma mère et le Danemark, etc. Et au bout de 6 mois, tu m'as relancé 2 fois et je te dis oui, mais tu comprends, etc. À un moment donné, je te dis non parce que tu me forces à le dire. Tu vas te dire, mais attends, j'ai perdu 6 mois à courir après, pourquoi il ne m'a pas dit non? Et donc, il faut prendre ça en compte, il faut aussi comprendre que 80% des gens sondés préfèrent un non, voire désagréable, à une non-réponse. Le non alors c'est pas ce qu'on veut, très clairement, parce que c'est le non, mais il est clair et on passe à autre chose. Et quand il est rapide, c'est-à-dire que quand on a un non rapide, alors quand on sait quelle est la réponse, il peut aussi être le non, j'ai besoin de réfléchir, bien sûr. Mais le oui, mais je le déconseille. Alors il y a plusieurs choses dans ce que tu dis.
qui sont intéressantes et sur lesquelles on va rebondir. Il y a d'abord une forme de charge mentale parce qu'il y a énormément de messages qui arrivent de partout. Et parfois, moi, ça m'arrive, en tout cas, j'essaye de répondre à tout le monde, mais parfois j'oublie. Et tu vois, je prends un soin particulier à laisser les messages en non lus. Mais si par hasard, il y a un message qui passe en lu, c'est sûr que jamais je vais répondre, en fait. Enfin, je vais complètement oublier. Ça arrive, et ça peut arriver assez régulièrement. Donc, même sur LinkedIn, par exemple, même si c'est pas là où je réponds le mieux, mais je vais lire le message, mais je vais pas avoir le temps tout de suite, donc je vais le mettre en non lu. Mais et ça, et parfois, je me retrouve avec des messages qui sont vieux, auxquels j'ai pas répondu. Donc, il y a cette charge mentale, sans doute, qui peut être intéressante à aborder. Et puis, il y a aussi le ghosting, le phénomène du ghosting, du fait de pas répondre que j'aimerais bien qu'on creuse. Ce qui se passe, et ce que le sondage montre, c'est que cette non-réponse, face à une non-réponse, 2 personnes sur 3 se sentent humiliées, blessées, pas aimées. Il y a un sentiment de désamour qui est énorme, de rejet en fait. Et donc ce sentiment, évidemment, est très désagréable, mais très souvent, la vraie raison derrière n'est pas que 2 tiers de cas, les gens ne nous aiment pas, rien à voir. Donc c'est effectivement, la grande explication, c'est cette charge mentale où les gens évoquent la raison, trop de messages, pas assez de temps, et j'ai oublié. En fait, les uns déclenchent les autres après, mais on finit par oublier. Et donc, c'est pas personnel d'oublier. Alors, on peut après pousser en disant que oui, mais ça veut dire au fond que c'était pas assez important. Mais moi, j'ai toutes les exemples qui prouvent le contraire. Mes meilleurs amis qui m'ont écrit du Danemark où j'ai reçu le message, et vraiment, j'étais touchée pendant le confinement notamment. Et ça m'a touchée sur le moment, et il a descendu, et j'ai oublié. Alors, je me suis souvenue 10 jours après, donc j'ai fini par répondre, etc. Mais quand on voit que la tolérance en termes d'attente aujourd'hui, c'est de 3 heures sur un message instantané. Et pour un mail, c'est dans la journée. Pour 50% des gens, avant de déclencher le jugement de l'autre, qui est les gens sont égoïstes, prétentieux, mal élevés et mal organisés. Wow. Donc, tous ces mécanismes-là fait qu'on est sur un terrain miné relationnel. Si après, tu m'écris, tu veux venir dans mon podcast, je te réponds pas au bout de 3 heures, tu vas me trouver arrogante, prétentieuse, mal élevée et mal alors non. mais peut-être au bout de quelques jours, tu vas avoir ce jugement. Et donc, statistiquement, c'est ce qui se passe. Donc, moi, je demande juste, je propose de faire une prise de conscience déjà de soi-même, de son système. C'est pas un livre qui est pour répondre à tout le monde du tout. Il est aussi pour le déconnexion et pour ne pas répondre, mais il est pour surtout d'être clair. D'être clair et essayer de mettre le maximum d'empathie dans cette manière de communiquer et de ne pas balancer des messages à tout le monde, à tout moment. Réfléchissez un peu à qui vous envoyez, à quoi vous envoyez, quel moment, et puis être un tout petit peu conscient du temps que ça prend à l'autre. Et en fait, il y a aussi ce truc terrible auquel tu fais référence, qui est, tu vois, maintenant on sait, en particulier sur WhatsApp, même un peu partout, quand le message est lu. Et parfois, tu sais, sur un truc qui est horrible sur WhatsApp, c'est quand un message a été supprimé. Tu vois, la personne a répondu et après elle a supprimé son message. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il disait, ce message? Tu vois, il y a toute cette attente aussi. Je pense qu'il y a les réseaux sociaux et les messageries instantanées. On est loin de la lettre papier où on attendait pendant une semaine une réponse parfois. Oui, ça a exacerbé la pression ou la tension qu'il peut avoir dans les relations. À partir du moment où on l'a lu, il y a un compteur qui commence. Ils ont pris conscience. Et j'ai la preuve. Et d'ailleurs, ça a déclenché un autre phénomène qui est ce qu'on appelle la surveillance mutuelle sur digital. Donc, je vais voir que tu as lu mon message et je vais du coup aller sur tes médias sociaux pour voir si tu as posté une photo, si tu as liké une photo. Et si je vois que tu as été active ailleurs, je vais me dire, mais là, vraiment, j'ai la preuve qu'il ne m'aime pas, je suis pas une priorité, etc. C'est pas qu'il est à l'hôpital, c'est pas qu'il est dans un avion, c'est pas qu'il dort, c'est pas qu'il est sous la douche, c'est qu'il ne m'aime pas. Voilà. Je suis pas prioritaire en tout cas. Non, mais les gens après, ils vont vraiment sur ce terrain-là pour dire qu'ils sont humiliés face à une non-réponse. C'est fort. Bon, après, il y a des gens qui disent qu'ils ont plus de recul. Il y a des différents profils de répondeurs et des non-répondeurs d'ailleurs. Et il s'agit aussi, quand on est face à quelqu'un avec qui on est en dialogue digital, de rapidement établir on est face à qui. D'ailleurs, tu peux parler de ces profils, parce qu'effectivement, ce que tu me disais, c'est qu'il y a plusieurs types de profils. Il y a des profils qui ne répondent pas. Oui, de manière régulière. Absolument. Il y a des non-répondeurs, ou en tout cas des répondeurs très 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 longs. Et c'est souvent, ça peut être des introvertis qui réfléchissent beaucoup, qui veulent pas rentrer dans l'ère digitale pour faire des super top à toute la journée, parce que la majorité des réponses qu'on fait, les messages sont les mêmes.
Et donc, le vrai message long, en messagerie instantanée, relativement rare en réalité. Donc, ceux qui n'aiment pas ça, il faut rapidement comprendre quel est leur système et qu'il faut pas leur envoyer, il faut pas les mettre dans des groupes WhatsApp, il faut pas leur envoyer des messages à tout va, il faut pas envoyer la photo de la petite sirène de Copenhague en disant que hello de Copenhague, parce qu'ils vont pas aimer. Et ça, c'est juste une question à nouveau. C'est l'empathie. C'est vraiment essayer de comprendre comment est fait le système de l'autre. D'ailleurs aussi pour soi-même, parce qu'il ne faut pas imaginer des choses qui n'existent pas. Bien sûr. Et il y a des différences culturelles, donc parce que là, ce que tu disais, c'est que tu as étudié dans 6 pays différents, donc que ce soit la Corée, les US, la France, l'Allemagne, le UK. Il y a des différences culturelles qui sont très notables d'un pays à l'autre? Pas vraiment, en réalité. Alors, l'échantillon est des 3000. Est-ce que si on avait fait 30 000, j'en sais rien. Mais enfin, 3000, c'est quand même c'est large. En tout petit peu, en Corée du Sud, on voit qu'ils sont un peu plus sensibles face à la non-réponse, qu'ils se sentent vraiment humiliés, etc. Donc, c'est un petit peu plus sensible là-bas, mais sinon, je trouve pas qu'il y a quelque chose de remarquable. Donc, si on a 20% des Danois qui disent qu'ils veulent, et des Coréens, je crois, qui disent que pour les messages instantanés, s'ils sont pas une réponse dans les médias, ils considèrent que c'est une non-réponse. Ce qui est quand même 2 personnes sur 10. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et c'est intéressant de voir à quel point ça joue sur notre... Parce que toi, ton sujet, ce que tu disais, c'est le bien-être et le bonheur. Oui. Et ça joue sur notre bien-être et notre bonheur, ces histoires de réponse, non-réponse, de réponse rapide. On répond aussi, on pourrait aussi parler des emojis, parce qu'il y a des systèmes de réponse par emoji qui sont... je sais pas, je suis même pas très sûr de savoir comment les gens réagissent. Moi, ça m'arrive régulièrement de répondre par des emojis. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est juste que je trouve que ça exprime bien ce que je veux dire finalement et que... Parfois... Non, et puis c'est aussi une manière, si on n'a pas le temps de faire un vrai message, au moins la personne existe. C'est une espèce de accusé-réception un peu sympathique. Enfin, ça dépend des emojis que tu envoies. Mais c'est clair. A priori, c'est sympathique. Enfin, c'est quand même souvent le petit jeune tête. Voilà. Et il y a encore un accusé-réception avant ça, sur Instagram en particulier. Mais du coup, parfois, je le fais sur WhatsApp, c'est assez étrange. C'est le double clic qui te fait liker le message. Tu vois, qui est une sorte d'accusé-réception. Tu réponds pas vraiment, tu dis juste, tu notes à la personne, ah, merci, en fait, quelque part. Oui, mais c'est des méthodes tout à fait sympathiques et puis qui vont augmenter la qualité de la relation parce que tu reconnais que la personne est là. C'est des petits, c'est de la chaleur, enfin, c'est de la sympathie, c'est de maintenir la relation, c'est de pas ignorer l'autre, etc. Donc, tout ça, ça aide, mais on peut pas le faire à l'infini. Je dis à la fin du livre, quand je parle de mon système de réponse, j'explique aussi que quand je réponds sur LinkedIn, par exemple, des lecteurs de mon livre, et notamment on recommande danois, où les gens ils me disent « je trouvais formidable le Danemark, le bonheur au Danemark, c'est super », je vais répondre parce qu'ils ont pris le temps de me lire et de m'écrire, et c'est très important pour moi. Le problème se présente quand je réponds « merci beaucoup, c'est formidable, merci », et qu'ils re-répondent. Ouais, bien sûr. Parce que je ne peux pas entretenir 10, 15, 20, 25 conversations avec des gens qui aiment le Danemark, parce que du coup, c'est du temps que je n'utilise pas ou que je passe pas avec ma famille, mon amoureux, et ça, c'est mon droit d'avoir une priorité dans ma vie et de refuser ce dialogue. Et puisque tu parles de ton amoureux, ça peut être intéressant justement à ce moment-là de parler du fait qu'il y a des gens qui répondent alors qu'ils sont avec quelqu'un dans la vraie vie en fait. Parce qu'il y a la non-réponse, mais il y a aussi la réponse alors que tu es en présence de l'autre. Je sais pas si c'est quelque chose que tu es allé... Quand on est avec quelqu'un et on a le téléphone à table. Exactement. Oui. Alors moi je l'évoque. Alors je dis dans mon système de réponse que je l'ai jamais, mon téléphone à table. Donc il faut pas, si on m'écrit à midi ou le soir pendant, je risque pas de répondre parce qu'il est pas avec moi. Enfin il est dans le sac. Mais oui, mais ça c'est très courant aujourd'hui. Enfin, le nombre de dîners qu'on fait aujourd'hui où le téléphone il est. Et c'est ça le problème, c'est aussi que c'est ce multitasking où finalement on est en train de dîner, mais en fait, on est en train de répondre à d'autres copains ou d'autres choses, ça peut être le professionnel aussi. Là, l'autre soir, j'étais à un dîner d'anniversaire, et puis
il y avait un type qui avait son téléphone en disant « Ah là 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 là, mes clients à Singapour, j'attends la réponse, etc. » Enfin, je veux dire, c'était hors sujet. Et donc, il n'était pas là avec nous. Et du coup, il est nulle part, en fait. Il n'est pas avec les clients du Singapour non plus. Donc, finalement, ça, pour le coup, c'est pas du tout une bonne recette de bonheur, au contraire. Et là, toi qui t'es vraiment intéressé à cette histoire de bonheur, ce bouquin Heureux comme un Danois, il a été énormément vendu, donc énormément lu également. Le message, c'est quelque chose qui pour toi joue, enfin le message, la non-réponse, la manière dont les gens répondent ou pas, c'est un élément qui joue beaucoup sur notre bien-être ou notre bonheur. De plus en plus, parce qu'on a tellement de messages. Donc, si on est inscrit sur tous les médias sociaux, ou une partie en tout cas, si on a WhatsApp, SMS et l'email qui est le moyen classique, et évidemment les coups de fil aussi, mais de moins en moins, ça fait beaucoup. Donc, il y a des gens, comme je cite Xavier Niel, qui reçoit 500 ou 1000 messages par jour, paraît-il, qui répond à tout. Et donc, j'ai fait le test, j'ai écrit à Xavier Niel. Effectivement, il m'a répondu au bout de 12 minutes. Et donc, c'est assez impressionnant cette capacité de répondre. Il y a quelques dirigeants comme ça qui sont très connus. Maurice Levy, c'est un autre qui est très connu pour répondre. Et en fait, ils construisent un capital des sympathies. Donc, je ne sais pas s'ils sont plus sympathiques que les autres, de manière générale, mais les gens le perçoivent comme étant des gens de meilleure qualité parce qu'ils répondent. Il y a Sir Martin Sorrell, qui était le ex-PDG de WPP, et donc, lui, pareil, il est connu dans le monde entier. Quand j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai posé la question à des gens dans tous les différents métiers, etc. Et Sir Martin Sorrell a été cité plein de fois, donc je l'ai contacté également, et il a répondu au bout de 7 minutes. Et c'est des réponses très très courtes, mais du coup, un répondeur qui, que ce soit dans le sphère un peu digitale, un peu plus moins formelle, qui like le message reçu et qui répond en fait, va créer un capital sympathie beaucoup plus grand que celui qui répond à rien. Pour le coup, c'est mécanique. Mais ça ne veut pas dire que c'est une meilleure personne au fond. Mais il y a un capital qu'on peut créer en étant un répondeur. Ça, c'est surtout par rapport à la réputation d'une personne. Là, je parle plutôt un peu si on a une entreprise, que ce soit auto-entrepreneur ou dans un multinational, c'est pareil. C'est la réputation de la personne. On a envie de faire du business avec des gens qui répondent. Et tu as aussi des anecdotes avec Macron, c'est ça? Je ne me trompe pas? Oui, c'est parce que dans notre imaginaire, quand on est face à une non-réponse, ça déclenche l'insécurité, qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'est pas aimé. Et donc, ça nous arrive que à nous parce qu'on est évidemment pas digne d'une réponse. Et donc, j'ai voulu au début démontrer qu'en fait, la non-réponse, tout le monde est sujet de non-réponse. Et lors d'une de mes conférences, il y avait un intellectuel connu en France avec qui je discutais de ça. Il me dit, j'en sais rien, je crois que je réponds à tout. Je me suis jamais posé la question. Et donc, il ouvre son téléphone et on regarde ensemble. Il y a plein de messages auxquels il n'a pas répondu. Et en fait, en scrollant un peu sur l'écran, je vois un message du président de la République, de Macron, qui lui demande « Que pensez-vous de la situation ?» Et je dis « Mais excuse-moi, mais vous n'avez pas répondu là, c'est quand même le président de la République. » Il me dit « Ouais, bon, ça faisait plusieurs mois. » Je dis, mais vous n'avez pas répondu au président de la République, enfin, quand même. C'est pas mal. Et alors là, j'ai eu peur qu'il allait me faire une non-réponse verbale, parce que du coup, il a pris un peu de temps pour me répondre. Il finit par me dire, oui, mais enfin, comment voulez-vous que je réponde à une question aussi large et profonde sur un SMS? Bon, donc le moyen de communication ne lui convenait pas, ok? Et puis ensuite, et je pense que c'est peut-être la vraie raison, c'est qu'il m'a dit « Et après tout, j'en suis sûr qu'il a envoyé à plein de monde. » Il n'a pas trouvé que le message était assez personnalisé pour que ça le valorise assez pour dire « Ok, je réponds à « Que pensez-vous de la situation ?» » Et du coup, tu as analysé aussi comment gérer parce qu'en fait, ce qu'on dit, et je pense qu'on l'a tous à peu près expérimenté, c'est qu'on reçoit tellement de messages, tu en as parlé, mais du coup, ça nous coupe dans notre travail au quotidien. Si tu commences à répondre à tout le monde à la vitesse à laquelle que tu décris, peut-être qu'il y a aussi des méthodes pour structurer ces réponses, c'est-à-dire se dire je travaille pendant 2 heures, après il y a 1 heure ou une demi-heure que je consacre à répondre à ces messages. Moi je fais ça avec mes emails par exemple, tu vois, en général je réponds pas tout de suite, mais il y a un moment donné où je me dis allez, là je me descends mes emails et je descends mon inbox, si c'est pas à 0, à très peu d'emails.
Est-ce que tu as étudié ça aussi? Il y a des méthodes différentes? Il y a des systèmes. En fait, répondre à ces messages, c'est d'avoir un système et c'est d'être discipliné. Voilà, c'est tout. Donc, c'est d'organiser. Et c'est de savoir comment on répond, à quoi on répond. Et aussi avoir quelques réponse type qu'on peut utiliser s'il y en a beaucoup de mails. J'ai interviewé le directeur du fonds de Xavier Niel, justement, et lui, il reçoit 300 mails par jour. Et Jean de la Roche-Brochard, il a un système très calé. Il prend jamais des rendez-vous de plus de 45 minutes. Parce que le quart d'heure où on fait du blabla, etc., lui, il l'utilise pour répondre à des messages où c'est un non, tout de suite. Donc, il répond non merci, non merci, non merci, non merci. Et en fait, ce qu'il prend, c'est la vérité. Dites la vérité et avancer. Et puis, il y a des messages qui demandent un peu plus de réflexion, qu'il va mettre dans une couleur orange, et il attend les 2 moments de la semaine, qui est ces 2 moments mercredi et dimanche, je crois, de zero inbox, où il vide tout. En fait, c'est l'accumulation qui est difficile. Quand on a des systèmes comme ça, et puis il a une dernière catégorie qui demande vraiment du temps et de réflexion, et donc ça, il va les traiter. Il a une catégorie où il s'en occupe aussi, effectivement, à ces moments-là où il fait zero inbox, mais là, il a besoin des informations supplémentaires, etc. Mais lui, il dit il faut pas du tout avoir peur du non. Il parle beaucoup aussi après les relances. C'est que ça multiplie. S'il y a 3 relances derrière, ça fait 3 messages de plus, au lieu de dire non merci. Ouais, bien sûr. C'est ce que tu disais au tout début. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, si tu dis un non mais, il va y avoir ou un oui mais plutôt. Oui. Il va y avoir de la relance derrière et nécessairement, ça va être compliqué à gérer. Et alors, comme ce podcast s'appelle Vlan, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. J'ai forcément envie d'ouvrir la porte sur les relations, donc créer plus de qualité dans nos relations, plus de compréhension, la prise de conscience de soi, son propre système de réponse, mais aussi la compréhension de l'autre. Tout simplement améliorer nos relations et surtout là, du coup, à l'ère digitale. Donc, c'est vraiment de l'empathie qui est le mot-clé de ce que j'ai envie de transmettre. Claquer la porte, c'est rare que je le fais, mais en tout cas, j'ai envie de la fermer doucement sur peut-être une responsabilisation de ceux qui ne répondent pas, juste qu'ils prennent conscience de l'effet sur l'autre. Donc, 2 personnes sur 3 se sentent humiliées, blessées, etc. Bon, et puis aussi sur l'effet sur la réputation. Donc, on les estime quand même prétentieux, égoïstes pour 80% des gens. Donc, c'est une forme de prise de conscience. On peut choisir de ne pas le faire. C'est vrai qu'on ne doit pas être esclave de cette ère digitale et répondre à tout le monde à tout moment. Et puis aussi, peut-être fermer la porte un peu sur ne prenez pas les non-réponses personnellement à ces points-là. Prenez du recul, c'est vraiment la charge mentale, les gens ils oublient, etc. Ça va vite. Ayons un peu de patience et puis d'empathie, mais dans l'autre sens. D'indulgence, mais dans l'autre sens. Et puis, c'est très rare, en fait. C'est 10 à 15% où on dit je n'aime pas la personne. Donc on peut se détendre et dire bon, voilà, il y a tellement de raisons qui expliquent la non-réponse que je suis pas assez bien ou je suis rejetée. Donc c'est empathie et organisation aussi, dans ce que tu dis. Oui, aussi. Oui. Super, merci beaucoup Méline. Merci Grégoire. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager l'émission sur vos réseaux sociaux, sur Instagram Stories ou sur Facebook ou LinkedIn. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sociales sous le nom Greg from Paris. À bientôt.